Africa USA News, Congo Promo Television, live Washington DC, United States of America. Nous allons entrer un peu dans la deuxième partie de développer ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, un régime des bandits, un régime d'escrocs, qui jusqu'à preuve du contraire reflète que M. Félix Tshisekedi est donc le dauphin de Kabila, malheureusement un dauphin sortant de l'opposition. Nous allons décrypter cela pour comprendre un peu quels sont les enjeux. Éventuellement, comme nous le savons, il y a un récomptage qui possiblement pourrait en ressortir par alliance des circonstances de multiples voix qui s'élèvent pour demander un récomptage dont TV5 Monde, la RFI et le Financial Times avec le groupe d'études sur la République démocratique du Congo. Des données qui ont été ainsi interceptées par satellite et par des autres analyses, il est reflété donc que M. Martin Fayulu serait le gagnant. Maintenant, la question se pose sur quelle base que la CENI a fait sa conclusion de pouvoir sortir M. Félix Tshilombo comme le gagnant de ces élections du décembre 30 2018. Et dans la même lignée également, nous allons essayer d'élaborer et entrer dans la profondeur qui fait que M. Kabila n'est rien d'autre qu'en fait un véritable chef d'orchestre, un terroriste lui-même. Et terroriste, c'est celui qui sème la terreur, donc il collabore avec les autres éléments pour s'aimer un état de peur dans une région. Alors, je veux prendre un analyste, un intervenant, Mr. Charlie, un Congolais qui est arrivé aux États-Unis très jeune, à l'âge de 19 ans, qui est ici plus ou moins 30 ans et qui a travaillé également dans la politique américaine et qui va essayer un peu d'expliquer aux Congolais la nomination de Félix Tshisekedi qui a contracté avec le FCC de par son parti le Cash avec Améré. Quels sont les enjeux? Tshisekedi en tant que président cérémonial, qu'on appelle en anglais Red Carpet President. Monsieur Charlie, donnez-nous un peu à votre façon de comprendre la politique et les implications politiques. Est-ce que Tshisekedi est-il vraiment président dans la vraie valeur d'un président élu démocratiquement ou c'est simplement un affaireux qui rentre dans la complicité du banditisme de Kabila et de la mafia de la Kabylie? Votre position, s'il vous plaît. Bon, ma position, c'est que Tshisekedi est réellement président dans le sens où celui qui porte le chapeau. Les Américains disent « All the bucks stop with the president ». Donc, toutes les responsabilités, bonnes et mauvaises, arrivent à la table du président. C'est-à-dire Kabila est président, mais il travaille avec la Kabylie. Parce qu'ils ont fait plein d'associations. Alors, c'est la Kabylie qui a le pouvoir, et c'est Félix Tshisekedi avec l'UDPS qui sont responsables de leurs actions. C'est-à-dire, tout ce que Kabila a fait, il garde le pouvoir, mais il le fait le édingwe à Félix. C'est-à-dire, avant, Kabila était celui qui était responsable de tout le mal qui s'est passé au Congo. Aujourd'hui, Kabila est maintenant undercover, sous coulisses, et celui qui va porter le chapeau de toutes les responsabilités, ce sera Félix. Est-ce que vous pensez que Félix a compris ce que vous êtes en train d'expliquer? Félix comprend-il qu'il a contracté avec Kabila dans quelque chose qui met Kabila dans une position de faire du mal, mais Félix est responsable du mal? Est-ce que vous pensez que c'est conscient? Est-ce que Félix le sait ou c'est par ignorance politique que Félix entre dans ce contrat ou consciemment pour faire de l'argent
et tourner le dos également au peuple congolais, pareil que Kabila? Félix est conscient du choix qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle tout homme politique se met en politique. Parce qu'en politique, il n'y a que des intérêts d'État quand tu deals entre États et des intérêts personnels quand tu deals avec individus. Les gens ne vont pas mettre leur vie en danger sans savoir exactement pourquoi ils le font. Félix est politicien dans l'opposition au Congo pendant des années. Depuis qu'il a pris la relève après la mort de son père, il est politicien. Depuis des années, il sait ce qu'il veut. Un politicien, c'est pas comme tout individu, parce que voilà la raison pourquoi ils sont en politique et la majorité d'entre nous ne sommes pas dans la politique. Parce que nous avons des ambitions différentes. Les ambitions qui font que toi tu travailles pour IBM sont les mêmes ambitions pour lesquelles lui, il perçut la politique. Tout à fait. Des intérêts personnels et ces intérêts personnels, c'est d'avoir un succès en politique pour sa carrière, pour se nourrir, pour prendre soin de sa famille. Mais seulement de la même. Non, laisse-moi finir s'il vous plaît. Oui. De la même façon qu'à IBM, ton travail, c'est de servir le client alors que tu veux nourrir ta famille et prendre soin de toi, mais tu le fais par un travail qui sert un client du produit IBM. Le politicien va en politique pour les intérêts personnels, mais le service qu'il rend pour recevoir un salaire en politique comme job, c'est un service à la population. D'accord. Vous avez un service à la clientèle chez IBM. Oui. Alors, si vous allez travailler pour Skoll, et Skoll vend l'alcool aux enfants, et ça vous dérange, vous dites je ne veux plus travailler pour Skoll parce que malgré le salaire qu'ils me donnent, ce qu'ils font aux enfants qui sont en train d'intoxiquer me dérange. Oui, d'accord. D'accord. Alors, en politique, c'est la même façon. Le gouvernement, c'est l'employeur. Oui. Le politicien cherche un emploi en politique, mais il a un service qu'il est en train de servir à travers son employeur. C'est service à la clientèle, c'est la population. Tout à fait. Quand Tshisekedi accepte un contrat de travail, un contrat de bail par le gouvernement congolais, quel que soit par élection ou par accord avec la Kabylie, il est en train de chercher à prendre soin de sa famille par le biais d'un service à la clientèle qui est la population. Ok. Je comprends très bien. Donc, en quelque sorte, on peut dire que Félix travaille pour son gagne-pain, mais il ne travaille pas pour le peuple congolais, parce que ce contrat n'a rien à voir avec les intérêts du peuple congolais. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Il travaille pour son employeur. Et il fait ce que son employeur lui demande de faire. Kabila et Tshisekedi avaient le choix d'être président indépendant. Oui. Et lui allait être son propre boss. C'est comme le CEO de IBM. Il reçoit un salaire de IBM, mais il set aussi le agenda de IBM pour la clientèle. Mais Kabila, Félix n'a pas choisi de se mettre en position de président pour établir l'agenda pour servir la population. Il a voulu se soumettre à l'agenda de la Kabylie pour servir la population. C'est qu'il a accepté un paycheck, mais je vais servir les intérêts de la Kabylie. Oui, tout à fait. Parce qu'en serrant la main avec le président que tu es en train de battre en campagne électorale, et à la fin, tu fais alliance avec lui, mais quels sont les compromis que tu es en train de faire? Quelque part, Kabila est conscient que je suis en train de compromettre ma base, ceux qui me soutiennent, ceux qui ont endossé ma plateforme, pour les intérêts de qui? Oui, d'accord. Je voudrais un peu dans un aspect déchiffrer
Je voudrais déchiffrer quelque chose ici. C'est pas pour vous couper parce que vos analyses sont tout à fait... ce sont des analyses qui sont en train d'aider le peuple congolais qui nous suit parce que nous sommes en direct là. Je voudrais déchiffrer quelque chose un peu ici. À votre avis, quelle serait la différence entre Martin Fayulu, que l'on appelle le soldat du peuple, et Félix Tshisekedi? Pouvez-vous élaborer un peu la différence entre les deux hommes dans ces cas d'espèce, dans la période où nous nous trouvons? Parce qu'il y a un qui a gagné les élections, mais à qui on a volé les élections. Et puis il y a un autre qui est un dauphin de Kabila, mais qui sort de l'opposition et qui a travaillé aussi avec Martin Fayulu en tant qu'opposant. Alors, donnez un peu la perspective qui différencie ces deux hommes. Vous avez suivi, donc donnez-nous un peu votre perspective qui différencie les deux hommes. Vous me suivez? Oui, moi je vous suis. Est-ce que vous nous suivez là? Est-ce que vous nous suivez là? Vous avez bien de m'entendre? Oui, je suis là. Ouais, c'est-à-dire, on voudrait déchiffrer un peu. Martin Fayulu, on l'appelle le soldat du peuple. Il a gagné les élections et on lui vole les élections, qu'on attribue la victoire à un dauphin de l'opposition. En fait, à un opposant qui est le dauphin de Kabila en quelque sorte. Et le même opposant qui est sorti de la conférence de Genève après avoir signé également les papiers pour l'élection de Martin Fayulu. Quelle est la différence en fait entre Martin Fayulu, le soldat du peuple, et Félix Tshisekedi, selon la perspective et les enjeux du temps, à votre avis? Bon, c'est difficile de savoir exactement le caractère de ces deux hommes parce que je ne les connais pas personnellement. Et ce que je peux vous dire, en les observant et en observant leurs discours, leurs actions, peut tirer certaines conclusions, certaines observations. L'observation que je tire, c'est que Félix était prêt à tout. Oui. Pour devenir président. Tout à fait. Alors que Fayulu n'était pas prêt à dépasser certaines limites. Ouais. Il n'est pas prêt à vendre son âme juste pour devenir président. D'accord. Il était aussi à mesure de faire des concessions, et ça allait être concession. Chacun allait faire sa proposition à la carte. Moi, je ferai ceci pour vous, moi, je ferai la concession. Tout ce que Fayulu a dit ne sera pas un gouvernement ou une administration qui va chercher des revendications en termes de vengeance. Et ça, c'est le style de Mandela. Il n'a pas cherché de représailles après qu'il ait pris le pouvoir et beaucoup d'autres. C'est ça la différence que je fais en observant à distance leurs actions et leurs discours. Ouais. Je comprends. Mais maintenant, dans le cas d'espèce, si un gouvernement d'union nationale tel que les proposent les autres dictateurs africains avec la SADC, ne pensez-vous pas que ça remet le Congo en 2001 et en fait on n'avance pas, on recule, contrairement à un gouvernement neutre de transition, dans le cas où les élections étaient annulées, pouvait un petit peu donner la lumière de ce qui pourrait faire, où serait l'avantage du peuple congolais qui a démocratiquement voté, mais le conflit fait que la communauté internationale essaye un peu d'unifier la population et la garder au moins dans l'espoir d'un avancement. Est-ce qu'on vous peut un petit peu donner la lumière là-dessus entre un gouvernement d'union nationale et un gouvernement de transition? Vous savez, en politique, très souvent, on joue avec les mots. C'est juste comme les Américains, semantic.
Alors, quand vous dites gouvernement de l'Union nationale, est-ce que le peuple congolais doit être uni? Vous comprenez un peu? Oui. Alors, c'est... quand on dit Union nationale, qui vous a dit qu'on était divisé pour être unis? Ça, c'est des termes que les gens jettent. Il y a des fractions qui sont en train de briguer le mandat de président ou pour la gouvernance du pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une division. On ne viendra jamais aux États-Unis pour dire l'union nationale entre démocrates et républicains. Ils ne sont pas divisés. Ils ont seulement différentes philosophies en ce qui concerne la gouvernance. Ils commencent à prendre à... Mais je veux dire ceci, mais puisque ce gouvernement d'union nationale garderait Kabila toujours au pays et Kabila comme le centre, vous ne trouvez pas que c'est à l'avantage de Kabila? Parce que pour Kabila, il se dit, je dois investir, il faut l'investiture d'un nouveau président par Kabila, et vous faites un gouvernement d'union nationale, dire à tout le monde, vous venez travailler ensemble, Kamere, Chadari, Félix, Fayulu, Katumbi Bemba, on prend tous les acteurs, on les fout tous dans un seul tonneau et leur demander de travailler, mais Kabila est toujours là. Alors, on n'a rien fait. Vous ne trouvez pas que c'est un peu reculé, c'est étouffer le peuple congolais dans l'entretemps? Vous savez, dans les Saintes Écritures, il est dit deux ne peuvent pas marcher ensemble, moins qu'ils ne se mettent d'accord. OK? Oui. Vous ne pouvez pas faire un gouvernement d'union nationale juste parce que vous voulez forcer deux choses ensemble. Ça ne sera jamais uni parce que vous n'avez pas la même vision ou les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Ouais. Les ambitions de la Kabylie sont contrairement opposées aux ambitions de l'opposition. Je pourrais encore comprendre Tshisekedi et Fayulu travailler ensemble parce qu'ils étaient opposés tous les deux au régime avant, qui était le régime capital. Tout à fait. Ouais. Félix a trouvé qu'il peut faire union avec la Kabylie. Ils peuvent alors, entre eux, peut-être qu'ils ont déjà formé leur gouvernement d'union nationale. Mais même si vous proposez cela à Fayulu, je ne pense pas que Fayulu va accepter parce qu'on va se mettre d'accord sur quoi? Oui. Kabila veut implémenter l'agenda d'un pays voisin. Vous comprenez? Ouais. Fayulu veut implémenter un agenda qui concerne le bien-être du Congo, le développement du Congo. Félix, selon la plateforme de l'UDPS, c'était ça aussi qu'ils prononçaient comme leurs objectifs. L'union des démocrates pour le progrès social. l'UDPS. Alors, en quoi les intérêts et les objectifs de l'UDPS sont en accord avec ceux de Kabila? C'est ça que je veux comprendre au national pour se mettre d'accord sur quoi? Je comprends. Donc, il y a une contradiction. On va pouvoir jouer un élément que je voudrais que vous puissiez faire des commentaires, puisqu'à mon avis, je pense que c'est une ondulation, c'est une flatterie de la part de Lambert Mende. Mais je voudrais avoir aussi, un peu votre expertise et votre point de vue. Lambert Mende, sur une chaîne anglaise, dit qu'il y a des terroristes au Congo. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de difficultés pour aller aux élections. Et d'autre part, il ajoute que la Constitution congolaise, dans son article 70, stipule qu'un nouveau président ne peut donc arriver si ce n'est que par l'investiture de l'actuel président, c'est-à-dire Joseph Kabila.
Mais comment cela serait-il possible si Kabila est en train de manigancer les élections, Kabila commissionne la CENI et la Cour constitutionnelle qui est fraude électorale? Comment vous expliquez l'interprétation de cet article? Est-ce que Kabila ne s'arrangerait pas de rester éternellement parce que la Constitution lui dit qu'il n'y a pas un autre président à moins que tu puisses l'investir? Quelle est votre position? Concernant l'investiture de nouveau président? Yes. Bien, il faut bien un nouveau président parce qu'on ne veut pas de Kabila. Oui, mais si Kabila ne facilite pas les élections démocratiquement, il a déjà dépassé ces 2 termes. Il a élargi son empire. Vous comprendrez que les élections viennent d'avoir lieu. Oui. Ce n'étaient pas des élections bien organisées. Tout à fait. Ils ne se sont pas déroulés avec excellence. Oui, parce que Kabila avait prévu ça, apparemment, parce qu'il a refusé que la communauté internationale vienne superviser. Et les trouver, est-ce que ce n'est pas un coup, en fait? On prévoit ce qui va arriver, et quand cela arrive, on commence à se plaindre. Mais si on ne voulait pas que ceci arrive, mais dans ce cas, il fallait peut-être laisser les gens qui ont la maîtrise de mieux organiser les élections avec des moyens financiers et des moyens techniques. Je voudrais un peu que vous puissiez rentrer sans être conservateur là-dedans parce que c'est de la cacophonie et ça contredit tout. Vous venez d'expliquer exactement pourquoi le peuple a écarté Kabila. Vous avez mentionné plus tôt que vous parlez de terroristes il y a dans certains secteurs du pays, mais les terroristes, là, ils existent depuis que Kabila a pris le pouvoir. Tout à fait. Et tout l'Est du pays a été terrorisé pendant les, je sais pas, 17 ans, 16 ans, 17 ans de Kabila. Et Kabila a été incompétent en ce qui concerne ce terrorisme-là. Okay. Jusqu'au point où certains soupçonnent s'ils n'étaient pas complices de cet état d'insécurité. Tout à fait. Et que ça ne l'arrêtait pas. Ouais. Que ce soit vrai ou faux, il ne peut pas blâmer les gens de penser cela. Ouais. Parce qu'après 16 ans, 17 ans, le gouvernement Kabila a été incapable de sécuriser le territoire dans son entièreté. OK. Non, okay. Alors, pourquoi est-ce qu'un Congolais, dans son bon sens, aurait l'opportunité de voter et voterait pour Kabila ou un dauphin à Kabila? Ça n'a pas de sens, à moins que cette personne soit corrompue, ou cette personne soit de morale douteuse. C'est que ce que les Congolais avaient comme avantage, c'est qu'ils avaient une opposition forte qui malheureusement a été fracturée stratégiquement par Qatar, qui a cherché parmi eux celui qui était le plus faible, le plus influençable, le plus corrompable, et il a arraché des idées. Maintenant, vous nous parlez de quelle unité? Unité nationale de quoi? Que ceux qui n'étaient pas corrompus se rejoignent à le corrompu en alliance avec celui qui fait le tort au Congo, qui ne sait pas garantir le territoire national, qui permet aux terroristes et aux Ebola de nous discriminer. Qui sait que ce n'est pas lui qui plante les Ebola là? OK. Je me garde de l'accusation, mais quelqu'un peut penser. Oui, tout à fait, oui. Je vois exactement dans quel... je vois votre position, c'est-à-dire que aller prendre les escrocs
qui ont détruit ce pays pendant 20 ans et les mettre avec ceux qui veulent sauver le pays et appeler ça un gouvernement d'union nationale, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est une bonne réflexion. Pour nos amis de la région américaine et puis de la Grande-Bretagne et les nations anglaises de l'Afrique, I'm going to ask you a few questions in English because we have English-speaking fellows. So, seeing the DRC vote data reveals a massive election fraud, okay, and then you agree with me. So that being the case, as we look at this, voting data points to massive fraud reveals that Mr. Martin Fayulu is the actual winner of the Democratic Republic of Congo, DRC, December presidential elections, according to an investigation by the Financial Times, RFI, and then some other companies involved. Why would Mr. Tshisekedi accept a victory that is not his? If not Mr. Tshisekedi, how can the Congolese people even trust in a government that seemed to be unable to run elections fairly, freely, and democratically? Would you please explain to the English audience the complexity of this fraud and how would Congolese people feel, or what is next to your perspective? Well, to help Westerners understand what's going on in Congo, and it happens elsewhere in Africa as well, not Congo, it's very simple. There is no democracy in Congo. There's never been a democracy in Congo. There's always been attempts to have democracy, but there's always been fear from various forces, internal or external, to Congo, that it disrupts the democracy so that it can favor their own interests. Sometimes it's tribalism, sometimes it's foreign investors, sometimes it's human ambition via political coups. So that's what's going on in Congo. And we had a dictator that said, I'm going to organize an election. But the election, when he was for his re-elected, or his first election, he knew how to organize elections. But when he came to organize an election for his successor, he forgot how to do elections. But this same Kabila had 2 elections that he organized, which he lost actually, and still declared himself winner. He declared himself winner the time, he got a first term. He declared himself winner the second time, got a second term. Constitution said no third term. Right. He's trying to pull what Putin did in Russia. Okay. Now speaking. Okay, let somebody else come in and let me come back after, do another 2 terms. And meanwhile, there's a lot of business still happening undercover. There's a lot of traffic of raw materials and supplies, and a lot of things that are happening underground. But in reality, the democratic process with strong democratic institutions are not there. That's what's killing Africa. We have the label of Democratic Republic of Congo, but we do not have the institution to enforce the democracy. But if Kabila is seeking to cling on power through a deal with Felix Tshisekedi, why would Tshisekedi do that? Well, we talked about it earlier. Tshisekedi is power hungry. He's selling out the people so that he can get the label of president. There are
There are times where people who have character, who have principle, will say no to certain things. It's not only about becoming president. You know? He's got the title of president, and you will see what he will be able to do with it. He's been basically bought by Kabila, who's still going to run the country. So I don't see what he gains by becoming president. Like I said earlier, it's equivalent to somebody who's accepting a huge salary to work for a drug dealer in the ghetto and poison his own people. Somebody who's selling weapons to his own people so they can kill each other. And then you don't care because you're making the money, you got the power, the influence, you got the label of president. Because he's not going to be able to run his agenda. He's going to be a running boy, you know, for Kabila. That is the problem. Kabila only changed the covering, the packaging of his administration, of his regime, and he put a nice bow on it and the picture of Felix. That's all that happened. Nothing has changed. Now, do Congolese people understand democracy, to your view, or this is something new to the population? Well, democracy is not an African culture. And we fail to understand how democracy came to Europe. Democracy is claimed to have started in Greece, okay, in Athens. Right. Who brought it to their scene? It came out from the ground up as their culture. That's how they ran their villages. When you go to Switzerland, the democracy in Switzerland is based on cantons, which are smaller circumscriptions of people that are governing themselves based on principle. It is innate in them. It's something that is in their genes, in their genetics, in their psyche. In the same way Africans have their own psyche in the way a family is governed, the way a clan is governed, and the way a tribe is governed traditionally. And those institutions are hard to co-opt or to corrupt in the mind of an African. We respect our elders, we respect our parents, and those principles govern us. And that's why a family in Africa is still united, functioning in a certain way. But when we come to public governance, we have forced ourselves to our culture, and we have adopted another person's culture, which we do not understand very well, and even those who understand it do not adhere to it in their soul. I'll give you an example. In Africa, if you disrespect an elder, even an older person in the street can correct you, and no one in the society will see anything wrong with it because you were publicly wrong and you were corrected publicly by the member of a public. So if I understand that notion, because Kabila is the president of the DRC, so Kabila is entitled to steal, to bribe, to corrupt, to pollute, to rape, to do anything just because the culture, the African culture, or rather the Congolese culture allows him to do that. But why would you have political institutions if your culture will prevent certain things? It's not that our culture permits corruption. It is that our people do not understand the culture of democracy. What would it take to get the people there to understand the culture of democracy? Is it a true leader? Is it a true leader? Oh, just help me to understand this.
Okay, look at it this way. Look at it this way. Okay? If you watch a game of basketball, when a player shoots a free throw, his teammate come around and slap his hand. Okay? Yes. If somebody who doesn't know the culture of basketball, he sees another player make a good play, and to congratulate him, his teammate slap him on the backside. That's the way to say, you go, boy, congratulations. So if you step on the basketball court from another planet where you don't know basketball, you will not understand the culture on the court, and somebody will tell you, give and go, and you will stare at them and say, give and go where? You know what I'm saying? Yes. Because you don't even if somebody tells you, oh, this is what it means, it will take you a while before you internalize it and you start doing it in your sleep without thinking about it. The Congolese people, maybe also Africa, have not internalized democracies yet. They talk about it intellectually, but it's not something that is just sunk into their psyche where they can just, without thinking about it, do it. I'll give you another example because we need to understand the point I'm trying to make. When I came to America at age 19, I learned how to speak English, but I still talked in French and translated what I heard speaking in English. That's where I started to get some idiomatic expressions wrong. Because I would hear somebody say something and I would think of what they say in French and take the French meaning to understand this is what the guy was trying to say. But not necessarily this. You follow what I'm saying? Yes. Until it came to a point where I internalized the American culture and I began to think in English or in American, that I got another dimension of understanding, and I started understanding what hurt an American or what pleases an American and what drives them nuts. Last example, then we'll move on. What's the dilemma with African implementing democracy? I'll give you an example. In Africa, we do not have a culture that emphasizes time limit because we did not live on the clock. Okay? But live in America, a Western civilization where they have a concept of living by clock. So when they tell you, I want you to be at work at 8, or I want you to come to a party which will start at 5 p.m., an African will arrive at 7 p.m., at 9 p.m. And we will not even be the least offended by it. And if the host gets offended, we wonder what's wrong with him, not us. So Kabila is wondering what's wrong with the police population, because trying to blend democracy. He's saying, what democracy? You get a leader like Felix who lost, and he knows it, accepting to be declared winner, and he's now vexed by the fact that I'm actually circumventing the system, the democracy that I'm seeking. So that is the dilemma with Africans. The things have not gotten to a point where it bothers us. Because when a Western person signs a piece of treaty with you, a contract, it's binding. But to an African, those are just scribbling on a piece of paper. I can change my mind. But to a Western civilized person, it's an abomination. But if you go to Africa and you want an African to treat something as an abomination, you tell him to drink blood. He says that's an abomination. Right. We understand that actually, because of the time, we're running out of time on this interview. We will hold that thought
on the next chapter and then pick it up from there. We sure appreciate for your time around this time of the hour this evening for all of these substances. And thank you very much for coming and then responding to our call. So we wish you well as well. And then we shall have you on our next show. Thank you. Thank you. God bless. OK. Bon, mais c'est bon. Hein? Merci pour le temps. Et puis on va essayer.